On a choisi, Karim et moi, d'assurer cette présentation à deux, dans le souci d'incarner véritablement cette interdisciplinarité qui est nécessaire à l'étude des enjeux écologiques aujourd'hui. Raison pour laquelle on a intitulé cette petite causerie, encore une fois, la durabilité entre récits et sciences humaines. Alors je vais essayer de ne pas trop faire honte à Karim dans la première partie de l'heure, et puis on lui passera le témoin du mieux, je lui passerai le témoin après du mieux que je pourrai. On terminera avec une petite ouverture sur les questions et à la discussion, aux éventuelles questions, puisque le but de ce cours, d'un cours public, surtout concernant des enjeux qui nous concernent tous et toutes autant, c'est moins d'assister à la réflexion de quelqu'un que d'essayer de réfléchir en commun. Et c'est le philosophe Friedrich Nietzsche qui considérait que les seules idées qui valaient la peine étaient des idées de cette espèce particulière qui crée des idées de cette espèce qui crée des idées. Si on arrive à en trouver au moins une ou deux et à les faire s'épanouir ce soir, alors Karim et moi, on aura, et tout le monde, j'espère, on aura au moins gagné notre soirée et la soirée aura été bonne. Voilà. Comme on a eu l'occasion de se rendre compte depuis le début de ces séances, étudier les récits dans un cours consacré à la durabilité pose une multiplicité de questions. Des questions auxquelles les invités essaient de répondre en se basant sur leur discipline et sur leur expérience propre. Il m'est moi aussi arrivé quelque chose récemment qui m'a convaincu de la pertinence d'une telle alliance. C'était le 13 mai dernier, dans l'après-midi. Je travaillais dans un café à ce moment-là, et en naviguant sur la toile, je tombe sur un article écrit par la professeure Julia Steinberger. Elle y raconte sa visite dans la classe d'un lycée genevois, gymnase d'un lycée genevois. Et après un exposé très détaillé, et pas très optimiste, on peut l'imaginer, sur la situation climatique actuelle, elle ouvre la discussion devant une salle médusée. Une jeune femme se lève, à ce moment-là, et d'une voix tremblante, elle apostrophe la conférencière. Elle lui dit « Nous savons déjà tout ça. Nous le savons. Pourquoi vous nous dites ça à nous? Pourquoi vous n'allez pas dire ça aux politiciens? Nous, on ne peut rien faire. » Alors à l'époque, cette scène m'a beaucoup marqué parce qu'elle exprime une réalité que je connais. J'ai eu la chance d'enseigner dans plusieurs établissements secondaires ces dernières années, et j'ai moi aussi été témoin de cette résignation triste, parfois de ce désespoir face au futur chez certains élèves de mes classes. C'est une situation qui, j'en suis sûr, ne laisserait aucun enseignant indifférent, quel que soit l'endroit où on enseigne. En tant que chercheur en littérature, on peut se demander à ce moment-là si les récits ont le pouvoir d'éclaircir cette vision obstruée de notre avenir climatique, si finalement, et de réinsuffler finalement de l'espoir chez les générations de demain. Et si oui, alors quel type de récit et surtout comment? Et c'est un peu la question que j'aimerais investiguer dans la suite de ma communication. Si les analyses empiriques et l'énoncé des faits échouent à éveiller les consciences et à motiver les comportements nécessaires, les récits le pourront-ils? J'aimerais tenter de répondre à cette question au travers de deux motifs archaïques, presque archétypaux, qui apparaissent dans les récits contemporains, deux imaginaires qui s'imposent quand on cherche à représenter notre futur climatique. Le premier imaginaire, c'est l'apocalypse, et le deuxième imaginaire, c'est l'utopie. J'espère montrer en quoi le second, l'utopie, n'est pas exactement l'opposé du premier, mais plutôt son revers, son négatif. Que l'un est, pourrait-on dire, inclus, inséré dans l'autre. Finalement, c'était une certaine lecture de ces deux motifs que j'aimerais proposer, avec l'espoir d'apporter un outil à celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs propres investigations durabilitaires une fois cette séance terminée. Lorsqu'on examine un peu les rapports entre imaginaire du futur et écologie, on constate assez rapidement que c'est le motif de l'apocalypse qui s'impose. Des blockbusters d'Hollywood à la littérature la plus autorisée, notre bibliothèque mentale collective de ces 20 dernières années est remplie de désastres et de cataclysmes. Et on aura d'ailleurs l'occasion d'examiner, d'explorer en compagnie d'une autrice, à la toute fin de ce cours, l'une de ces apocalypses, l'un de ces cataclysmes du meilleur cru, avec Antoinette Richner et son roman « Après le monde ». Sur les écrans, comme sur les livres, on peut faire un petit... comme dans les livres, le monde n'en finit pas de finir, et de façon toutes plus spectaculaire les unes que les autres. Tantôt, notre société est engloutie sous les eaux des pôles qui ont fondu à cause du réchauffement climatique, comme dans le film... Vas-y.
Si, si, vas-y. Ah, voilà. Comme dans le film, voilà, englouti sous les eaux à cause de la fonte d'épaule, comme dans Waterworld en 1995, qui est par ailleurs un film que je recommande. C'est vraiment un film excellent et qui a été malheureusement, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur, qui a valu d'ailleurs une banqueroute à ce pauvre Kevin Costner. Tantôt, notre civilisation finit pétrifiée dans la glace suite à la formation de gigantesques ouragans, eux-mêmes issus des changements de température dans l'atmosphère dus à nos émissions colossales de gaz à effet de serre. Et je veux parler ici du jour d'après, dont vous voyez ici l'affiche. On pourrait citer encore le long métrage The Happening, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, de Michael Night Shyamalan en 2008, que vous voyez ici à gauche, dans lequel un mystérieux neurotoxique issu des plantes pousse au suicide tous les humains qui y sont exposés. Ou encore, dernier exemple, Contagion de Steven Soderbergh en 2011, où un virus inconnu issu d'une zoonose terrasse en quelques semaines 26 millions de personnes autour du globe. Ça devrait nous rappeler quelque chose, même si dans notre cas, le nombre de victimes était moindre. Si on en croit la poétique d'Aristote, en 335 avant Jésus-Christ, la fiction ou l'activité de la mimésis, de l'imitation du monde, aurait deux fonctions. La première, c'est de nous donner du plaisir. On a du plaisir à imiter, on a du plaisir à créer des fictions. Et la seconde, c'est de nous aider à apprendre. Ce serait de nous aider à apprendre. Mais à apprendre quoi? Quelle leçon, quelle morale ou quel bilan retirer de cette hégémonie de récits cataclysmiques contemporains? Il y a plusieurs constats. Suivant un premier constat, le rapport à l'avenir que sous-tend cette profusion d'apocalypse apparaît tout entier placé sous le signe de la menace. D'un point de vue écologique, cette menace a au moins deux significations dans les fictions que j'ai citées ici. Elle renvoie à une forme de sanction providentielle qui viendrait comme punir la hardiesse et l'arrogance des humains dans leur volonté frénétique et insatiable de soumettre les lois du monde à leur plaisir. Suivant cette optique, on serait toutes et tous des Icars en devenir, voués à nous brûler les ailes dans notre quête de l'hubris, de la démesure, et à subir en retour un châtiment soudain, violent et touchant l'humanité entière. En ce sens, on comprend que ces récits mettent souvent en scène des déluges. Que ce soit, ouf, là l'image est terrible, que ce soit au travers de l'eau liquide, là c'est une image qui est issue de Waterworld, où on devrait voir normalement le héros plonger dans une ville qui est New York et qui est submergée par les flots, alors on voit absolument rien, c'est très artistique. Que ce soit donc sous forme liquide ou sous forme solide, avec ici le jour d'après. La référence, puisque c'est de la glace, New York est prise dans les glaces, la référence intertextuelle à la Genèse et à l'Ancien Testament fonctionnerait, selon cette optique, comme le rappel ou l'indice du caractère transcendant et de la connotation divine de cette sanction providentielle que nous recevrions en tant qu'êtres humains pour punir notre hardiesse et notre arrogance. Une autre possibilité consisterait à voir dans cette menace, toujours en restant sur la question de la menace, le reflet du danger que l'activité industrielle humaine fait courir tous les jours à la vie sur Terre. Ici, le châtiment ne serait plus externe et providentiel, mais interne, immanent au monde naturel. C'est la nature qui nous châtie, elle se venge de notre irrespect et de notre violence aveugle à son égard. Ainsi, le neurotoxique qui décime la population en la poussant méthodiquement au suicide dans The Happening peut être interprété comme l'annonce de l'euthanasie volontaire vers laquelle nous nous dirigeons en tant que société si nous continuons à anéantir nos propres ressources naturelles. L'état de sidération, quasi comique ou de transe hypnotique qui saisit les personnages juste avant leur suicide, vous en avez ici un exemple à la fin du film, peut aussi renvoyer, tu peux passer encore, voilà, ici on voit tous les gens qui se figent, tout d'un coup c'est comme ça que ça se passe, en fait tout d'un coup les feuilles bruissent et tout le monde se fige et tout le monde se précipite vers la mort la plus proche. Non, je saute d'une fenêtre, si j'ai un pistolet je me tire dessus, enfin si j'ai une tondeuse à gazon, je me passe sous la tondeuse à gazon, ça c'est une scène assez comique aussi d'ailleurs qui se trouve dans le film. Donc peut renvoyer cette transe hypnotique et cet état de sidération qui saisit les personnages peut aussi renvoyer au regard que nous portons sur notre futur climatique. Un regard mêlé de fascination, d'impuissance et traversé malheureusement de pulsions morbides. Incapables de s'extraire nous-mêmes du cours de l'histoire, soumis à des forces trop puissantes pour pouvoir les combattre, nous n'aurions d'autre choix que la tétanie et d'autre issue que l'attente de la fin
ou d'une grâce salutaire. Et finalement, c'est comme ça aussi d'ailleurs que se termine le film The Happening. Tout d'un coup, tout s'arrête. En avril pour ceux qui... Ça ne gâche absolument pas le plaisir que vous pourrez avoir à regarder le film, hein, mais tout d'un coup, tout s'arrête et ouf, on est sauvé. Suivant cette première lecture, le motif de l'Apocalypse viendrait donner corps à une vision fataliste du futur. Il traduirait notre résignation, voire notre tristesse à l'égard de l'ensemble du vivant que nous échouons chaque jour à protéger. Dans les récits que j'ai cités, l'Apocalypse se conçoit, pour paraphraser Jean-Paul Sartre, et lui c'était au sujet du marxisme, comme l'horizon indépassable de notre temps. L'Apocalypse serait l'horizon indépassable de notre temps. Elle nous enferme dans une lecture pessimiste du monde et elle place notre vision de l'avenir sous le signe de Prométhée, contraint de se renouveler chaque jour à nouveau frais, tout en se sachant dévoré d'avance. Au prisme de la crise écologique, l'idée d'un monde qui n'en finit pas de finir correspond au sentiment exprimé par Alain Suberchico dans son ouvrage Littérature et environnement, qui se trouve d'ailleurs dans la bibliographie du cours, qui est sorti en 2012. Suberchico dit « La littérature d'environnement donne un monde envisagé comme proche de sa fin. » Toute la littérature, selon Suberchico évidemment, elle relève d'une imagination automnale. Le monde est mort et il n'est pas sûr qu'il renaisse à la prochaine saison. Nous avons enfanté un monde acyclique. La littérature d'environnement est un regressus ad infinitum. J'espère que les latinistes dans la salle, excuseront ma prononciation. Alors peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que cette lecture n'est pas très enthousiasmante pour investiguer les relations entre récit et durabilité. Mais le motif de l'Apocalypse recèle davantage de promesses que la première partie de ma communication ne le laisse présager. Si l'Apocalypse est bien indépassable, c'est parce qu'elle porte en fait en elle-même son propre avenir, qu'elle contient à elle seule le secret de son dépassement. Elle est indépassable parce qu'elle contient à elle seule le secret de son dépassement. Ou pour le dire autrement, et c'est la voie que je vais explorer maintenant, dans la fiction littéraire, la fin des temps est en fait toujours la fin d'un temps et le renouvellement d'un autre. Le temps, de quel temps est-ce la fin? C'est le temps où se lisent les récits qui la mettent en scène. Comme le formule Anne Besson, j'ai peut-être noté ce titre parce que je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, comme le formule Anne Besson après d'autres, dans un ouvrage récent qui s'appelle Les pouvoirs de l'enchantement. Je vous conseille vraiment les usages politiques de la science-fiction et de la fantasy. C'est un très bon livre. La fiction possède une compétence qu'elle appelle thymique. Et je vais juste noter ce terme, T-H-Y-M-I-Q-U-E. Là, c'est mon passé de prof qui revient. Avec l'épellation, c'est pas grave. Ah oui, elle est là. C'est pas grave. Ah oui, bien sûr. Ça fait trop longtemps que je l'ai plus. Merci, super. Une fonction, je note juste le mot ici, puis ensuite je le descendrai. Une fonction thymique. Thymique qui vient, et là de nouveau les hellénistes m'excuseront j'espère pour mon étymologie un peu au rabot ou au pas de course, qui vient de thumos en grec et qui veut dire l'ardeur, le désir, l'urgence. Et j'espère que donc cette étymologie ne dérangera pas trop les hellénistes. Par là, il nous faut comprendre que l'art, qu'il soit littéraire ou cinématographique, a le pouvoir de nous mouvoir et de nous pousser à agir. C'est ce que veut dire Anne Besson. Une fonction, une compétence thymique. Mais à agir comment ou à agir sur quoi? À agir non pas forcément sur les choses elles-mêmes, mais sur nos représentations de ces choses, comme la représentation du futur, par exemple. La fiction mobilise, canalise, articule nos émotions pour transformer le regard que nous portons sur le monde. Dès lors, de quelle émotion le motif de l'Apocalypse est-il porteur vis-à-vis de notre futur climatique? C'est la question qu'on peut se poser en pensant à cette fonction thymique de la fiction. La peur et la tristesse, sans doute, on l'a dit, mais aussi, et dans le même temps, l'espoir. Il suffit pour s'en convaincre de... Ah, là, c'est déjà mieux. Il suffit pour s'en convaincre de nous mettre une seconde à la place des auteurs et des autrices de ces récits. Il faut essayer d'apprécier et d'évaluer ce geste artistique radical qui consiste à simuler la destruction totale du monde, percer le sens de cette violence symbolique qui fait table rase du présent. Et souvent, si on éprouve le besoin de faire table rase, c'est pour mieux recommencer, pour mieux remettre l'œuvre sur le métier. Le mouvement premier dont procèdent les fictions d'Apocalypse consiste moins à éradiquer tout ce qui est qu'à faire de la place pour tout ce qui a à être, pour tout ce qui doit
advenir, faire de la place pour tout ce qui doit advenir. Pour paraphraser encore le critique Jean-Paul Angélibert, auquel je reviendrai, dans la fiction, Jean-Paul Angélibert nous dit « La catastrophe peut être la rupture après laquelle tout doit être inventé, tout doit être réinventé. » Et c'est justement cet après qui nous intéresse en tant que lectrice et en tant que lecteur. L'exploration de l'après de la catastrophe porte d'ailleurs le nom de ce sous-genre de la science-fiction qu'on appelle post-apocalyptique. Ce qui nous intéresse, c'est le post, ce qui nous intéresse, c'est l'après. Dans les récits, l'apocalypse ou la catastrophe appelle à la destruction d'un ordre social et politique jugé obsolète et à son remplacement. Elle incarne paradoxalement un désir puissant de réforme. Tout n'est pas détruit, tout est détruit pour que quelque chose d'autre puisse advenir. Elle est un appel au renouvellement radical de notre être ensemble. C'est l'étude de ce renouvellement radical que d'ailleurs Jean-Paul Angélibert appelle en passant l'apocalyptisme. Il parle d'apocalyptisme critique dans cet ouvrage que je citerai tout à l'heure, que je cite maintenant, qui s'appelle Apocalypse sans royaume. Alors cette perspective jette un éclairage neuf sur les liens entre littérature et durabilité. Tendu entre un passé détruit et un futur à peine esquissé, le motif de l'Apocalypse exprime l'exigence prospective, la nécessité d'un nouveau départ, d'un recommencement inquiet, qui est celui de la pensée écologique. Et c'est ainsi que l'a définit Timothy Morton dans Timothy Morton dans La pensée écologique. Morton nous dit « L'environnementalisme est souvent apocalyptique. Il annonce la fin du monde tout en la refoulant. Mais en vrai, la fin du monde a déjà eu lieu. Nous avons répandu du DDT, nous avons fait exploser des bombes atomiques, nous avons modifié le climat. Voilà à quoi ressemble l'après de la fin du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire, nous sommes au début. La pensée écologique pense prospectif, elle sait que nous ne faisons que commencer, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve. Nous nous tenons, autrement dit, déjà dans l'après, et pourtant tout est à commencer. L'histoire est arrivée à son terme, mais nous y sommes toujours insérés. Voilà l'expérience écologique que les récits de catastrophes nous invitent à faire durant le temps de la lecture. Une expérience un peu paradoxale, un peu troublante. Alors que faire? Où se diriger? Ou, pour paraphraser Bruno Latour, où trouver un sol stable? Où atterrir? Là, du coup, je me joins à Xavier Garnier, qui a beaucoup cité Bruno Latour la dernière fois, qui vient de nous quitter. Où atterrir est l'un des titres de ces derniers ouvrages. Les récits d'Apocalypse portent donc, je l'ai dit, en eux-mêmes leur propre dépassement. Mais ils le portent sous forme de ferment, sous forme de fragments, sous forme de levain. Autant de métaphores. Il s'agit d'observer ce qui subsiste après le passage de l'Apocalypse, du cataclysme. L'Apocalypse est comme un tamis qui laisse apparaître ses trésors, une fois dispersés, les débris de ce qu'elle a détruit. C'est un processus fictionnel de dévoilement. Et dévoilement est d'ailleurs l'un des sens du mot, l'une des traductions du mot apocalypse, dévoilement, révélation. C'est pourquoi la catastrophe a toujours pour pendant ou pour versant l'utopie. C'est la thèse justement que développe Jean-Paul Angélibert dans son excellent ouvrage que je citais, Apocalypse sans royaume, qui est sorti en 2013, qu'on trouve chez Garnier, dans la collection classique Garnier, la collection jaune. Voilà pour le moment bibliographique. La citation d'Angélibert, la destruction donc du monde, nous dit Angélibert, fonctionne comme l'éloignement géographique dans les utopies classiques, qui relataient la découverte d'une cité ou d'un pays exemplaire par un voyageur amené à comparer son pays d'origine, provisoirement inaccessible, à celui où il venait d'arriver, inimaginable auparavant et pourtant à présent aussi tangible, réel que le monde de référence. Dans les utopies classiques, l'Eldorado, si vous lisez Candide ou Utopia de Thomas More, il y a toujours cet éloignement géographique. En général, une utopie se définit par la séparation d'avec notre monde, le monde de référence, soit une séparation artificielle, soit une séparation naturelle. Et en fait, ça produit cet éloignement, ce qui en fait suscite ou excite un regard distancié sur notre monde. La catastrophe, donc, chasse l'existant, non plus dans un espace dont le narrateur s'est éloigné, mais dans le passé. Le monde est détruit dans le passé, où personne ne saurait retourner, et dessine un monde nouveau, étrange, dans lequel tout est à construire. L'effet
d'estrangement. Alors l'effet d'estrangement peut être traduit par distanciation. C'est un poéticien croate qui s'appelle Darko Suvin, qui est l'un des premiers poéticiens de la science-fiction, qui a proposé cet effet-là. La science-fiction produit un effet de distanciation sur le monde, en général dans le futur. Ici, c'est aussi dans le futur, puisque le passé, c'est le passé qui détruit. Cet effet d'estrangement produit par la catastrophe est profondément lié à l'idée utopique de la construction ex nihilo d'une communauté radicalement autre. Dans cette perspective, la catastrophe servirait à faire émerger du possible, comme motif littéraire, à insuffler une énergie neuve lorsque le monde étouffe. Dans ces fictions, toute fin d'un monde, annonce le suivant, meilleur, plus radieux, prêt à servir de seuil à une nouvelle histoire. Meilleur, plus radieux, prêt à servir de seuil à une nouvelle histoire, autrement dit, en un mot, durable. Ce monde idéal, fondateur et sacré, est toujours donné comme embryonnaire. Ses ramures sont enchevêtrées dans l'intrigue, sa visibilité occultée par le spectacle du cataclysme. Autrement dit, il faut s'entraîner à le voir. Et c'est justement la compétence que la lecture attentive de ces récits permet d'exercer. Cet exercice permet de conjurer, l'exercice de lecture attentive, permet de conjurer la paralysie à laquelle nous réduit la vision d'un futur climatique entièrement dévasté. On va chercher dans les débris, c'est un petit peu aussi... C'est Anna Tsing, qui est une anthropologue que vous connaissez peut-être, qui a écrit ce livre génial qui s'appelle « Le champignon de l'apocalypse », dans lequel elle montre que, en fait, quelle que soit la violence du désastre ou la taille de l'amoncellement de ruines, il y a toujours des petites choses, des petites brindilles, des petites pousses comme ça, et un champignon en particulier au Japon qui a poussé sur les ruines de Fukushima. Et elle a écrit ce livre qui est une admirable synthèse de théorie anthropologique, de philosophie écologique et de documents sur le désastre de Fukushima. Donc il y a toujours quelque chose à chercher, même dans les ruines les plus vastes. Maintenant, j'ai perdu où j'en étais. Voilà, je m'emporte. Donc il faut s'entraîner. Voilà, les ramures de ces utopies fragmentaires sont enchevêtrées, sa visibilité est occultée par le spectacle du cataclysme, ça je l'ai déjà dit. Oui, l'exercice qui permet de conjurer la paralysie, je suis navré, à partir à laquelle nous réduit la vision d'un futur climatique dévasté. C'est cet exercice qui nous permet de nous tenir dans l'après, titre de ma section, tout en affrontant le présent. Alors, c'est bon, je terminerai ma partie, là j'arrive à la fin de ma petite communication. Aucun roman, et je vais terminer ma partie, n'a mieux exprimé cette exigence et cette nécessité que La Route, le sublime texte de Cormac McCarthy, prix Pulitzer 2007, que je vous recommande vraiment de lire, qui peut être très très marquant à la première lecture si on le lit au premier degré, mais je vais essayer de montrer qu'une deuxième lecture, qu'un autre monde de la lecture est possible avec La Route. Pour moi, c'est quasiment le roman méta du genre post-apocalyptique. Il condense tous les enjeux des récits analogues et il parvient à nous en faire saisir l'essence dans une prose aussi sèche qu'imagée. Là, c'est mon côté François Buñuel, La Grande Librairie, une prose aussi sèche qu'imagée. J'arrête. Dans une prose aussi sèche qu'imagée. Et je suis bien puni parce que j'ai de nouveau perdu mon passage. Voilà, voilà. L'intrigue se résume en quelques lignes dans La Route. Une catastrophe d'un type inconnu a eu lieu, bombe nucléaire, virus dévastateur, peu importe. La civilisation est détruite, l'humanité quasi décimée, et la majorité des survivants sont devenus cannibales. De petites bandes de survivants pourchassent les derniers rescapés solitaires et les attaquent pour les réduire en esclavage ou pour les dévorer. Un père et son fils de 10 ans marchent sur la route. Ils survivent en mangeant ce qu'ils trouvent dans les ruines de l'ancien monde, de ce monde qui n'en finit pas de mourir. Tout est en cendres, plus rien ne pousse, les arbres meurent, se désagrègent et s'effondrent tout seuls au bord de la route. La catastrophe de la route est écologique au sens où elle touche à notre relation à l'oikos, à l'habitat, au lieu, et où elle envisage son impossibilité absolue. Aucune relation vivante au lieu n'est possible si tous les lieux sont morts, ce qui est le cas dans La Route. Le roman, on peut dire, ça c'est parce que les littéraires aiment bien inventer des néologismes, le roman inaugure une nécro-écopoétique. Pas parce que les lieux sont morts, l'écopoétique est nécro-écopoétique.
Cependant, même s'il n'y a plus rien à espérer, l'homme et le garçon dans ce roman continuent d'avancer. Et surtout, ils refusent de manger leurs semblables. Avec un peu de recul critique, le roman peut être lu comme un conte moral qui interroge la possibilité de mener une vie juste dans un monde que toute présence transcendante a abandonné. Il exemplifie la présence tacite de l'utopie dans la catastrophe, du monde qui vient inséré dans le monde qui finit. Et je vous propose, pour voir où est l'utopie et quelle est cette utopie, et comment elle exprime dans le roman, de lire juste ce petit passage que j'ai divisé en deux parties sur les slides, qui parle, donc c'est un dialogue entre l'enfant et l'homme, entre le père et son fils. Il passait par les villes qui tenaient les gens à distance avec des messages griffonnés sur des panneaux d'affichage. On avait enduit ces panneaux de minces couches de peinture blanche pour pouvoir écrire dessus, et à travers la peinture transparaissait un pâle palimpseste d'annonces publicitaires pour des marchandises qui n'existaient plus. Ils étaient assis au bord de la route et mangeaient les dernières pommes. « Qu'est-ce qu'il y a » dit l'homme. « Rien. On va trouver quelque chose à manger. On trouve toujours quelque chose. » Le petit ne répondait pas. L'homme observait. « C'est pas ça, hein ? C'est rien. Dis-moi. » Le petit détournait la tête. Non, pardon, j'ai pas fait la coupure. Le petit détournait la tête du côté de la route. « Je veux que tu me dises. Je ne vais pas me fâcher. » Le petit hochait la tête. « Regarde-moi, dit l'homme. » Il avait tourné la tête et le regardait. Il semblait sur le point de pleurer. « Alors, dis-moi. »« On ne mangerait jamais personne, dis-moi, que c'est vrai. »« Non, évidemment que non. »« Même si on mourait de faim ? On meurt déjà de faim maintenant. » « Tu as dit que non. J'ai dit qu'on n'était pas en train de mourir. Je n'ai pas dit qu'on ne mourrait pas de faim. »« Mais on ne mangerait personne. » »« Non, personne. Quoi qu'il arrive. Jamais, quoi qu'il arrive. »« Parce qu'on est des gentils ? » ?»« Oui. »« Et parce qu'on porte le feu ? » ?»« Et qu'on porte le feu ? » ?»« Oui. »« D'accord. » Par sa demande apeurée, l'enfant signifie son refus d'appartenir à un monde dans lequel autrui est réduit à un bien de consommation, au sens le plus propre. C'est sans doute aussi l'un des sens du cannibalisme dans ce récit. Réduire l'autre à un bien de consommation. La décision de l'enfant confirme sa volonté de distance à l'égard de l'ordre ancien immoral et le conforte aux yeux du lecteur dans son rôle de fondateur du monde à venir. L'expression « porter le feu » vient surdéterminer cette fonction symbolique en renvoyant au mythe du héros conquérant et civilisateur. Mais ici, la conquête est avant tout morale, et l'épreuve la plus cruciale est intérieure. Il s'agit, comme dans de nombreux romans de McCarthy, de ne pas céder aux compromissions. Son œuvre, l'œuvre de McCarthy, donc, nous rappelle que la possibilité du futur, que la vie ou la mort de ceux qu'on aime, de même que sa propre damnation ou son propre salut, dépendent de chacune des décisions que nous prenons tout au long de notre vie. Dans La Route, c'est l'enfant qui incarne l'utopie en devenir niché dans la catastrophe, ou, pourrait-on dire, l'utopie à l'état d'enfance. L'enfance, celle d'une génération qui, née pendant l'Apocalypse, y trouve le salut en ne répétant pas les erreurs de la génération précédente et, ce faisant, ouvre la possibilité du futur pour toutes et tous. Rouvrir le temps, ça c'est une expression aussi qu'emploie beaucoup Jean-Paul Angélibert dans ce texte que j'ai cité. La vertu de la catastrophe, c'est de rouvrir le temps pour les générations futures. La lecture orientée qui se profile ici, c'est-à-dire l'attention portée à la catastrophe comme foyer d'utopie embryonnaire, est une compétence que nous pouvons développer tant dans le domaine des études littéraires qu'en tant que lecteurs et lectrices en général face aux récits que nous côtoyons tous les jours. Et c'est bien là la vertu principale, à mon sens, des fictions d'apocalypse climatique. Leur rôle est moins d'alerter sur notre futur que d'inviter à y déceler les utopies qui offriront à ce futur un nouveau récit, qui permettront, autrement dit, de les raconter. Alerter ou raconter, je boucle la boucle ici. C'est donc à nous autres lecteurs et lectrices d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille pour entendre la promesse que toutes ces fictions nous murmurent par-delà les genres et par-delà le temps, celui qu'un autre monde est possible et qu'il est même aujourd'hui nécessaire. Voilà, merci beaucoup.
Et je passe sans plus tarder la parole à Karim, qui va donc nous présenter quelques cas concrets d'auteurs et d'autrices qui il parlera aussi du processus de formation de leur conscience écologique. Voilà. Et donc je prends sa place. Et je te passe le micro. Passation de témoin. Tout le monde m'entend? Oui. Super. Ok, merci beaucoup Colin donc, pour la première partie de ce cours. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être là ce soir avec nous. C'est un vrai plaisir de vous voir aussi, alors qu'il faisait aussi beau et que vous auriez pu faire autre chose. Hein. Et merci bien sûr à Olivier et à Alain d'avoir organisé ce cours. Sachez que vos efforts sont bien appréciés. Je vais donc peut-être commencer. Next slide, please. Je vais peut-être commencer sur une note personnelle. Quand j'étais encore étudiant en master en durabilité ici à l'Université de Lausanne, j'étais un individu très frustré. En réalité, on pourrait dire que la plupart de mes travaux, de mes recherches et plus largement de mes activités académiques et intellectuelles sont nées d'un sentiment d'une double frustration, en réalité. Lesquelles? Alors, premièrement, ça, les gens commencent à comprendre. Hein. On a de la peine à trouver des réponses dignes de ce nom aux différentes catastrophes écologiques, climatiques, plus largement environnementales que nous allons devoir affronter ce siècle, dans les années à venir. Et ça, les gens commencent à le sentir quand même, parce que à force de nous taper des canicules, des pandémies, des sécheresses, des inondations, des fonds des glaciers, je ne sais pas quoi, ça commence à entrer dans le système mental. Globalement, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est la première frustration, parce que nécessairement, il y a un grand sentiment d'impuissance, en tout cas en tant qu'individu. Et deuxièmement, j'étais particulièrement frustré par la manière dont les savoirs scientifiques les plus pertinents sur ces sujets-là, c'est-à-dire les savoirs climatiques, les connaissances sur le climat, les connaissances sur les océans, sur l'écologie, sur la biodiversité, tout ça, j'étais frustré de voir comment ces savoirs-là, comment ces connaissances-là sont, et comment elles étaient à l'époque et comment elles continuent encore aujourd'hui, comment elles sont traduites, comment elles sont popularisées, comment elles sont enseignées, comment elles sont médiatisées, comment elles sont présentées auprès du grand public. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas, tout simplement. On voit que ça ne marche pas. Si ça marchait, si ce que la science nous enseigne sur l'évolution du système Terre dans les prochaines décennies, si ces connaissances-là avaient exercé l'influence qu'elles devraient exercer, qu'elles devraient avoir, on aurait déjà fondamentalement changé notre manière de produire, notre manière de consommer, notre manière de réfléchir, de penser, de sentir, de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, de voir l'environnement, et plus largement d'être au monde. On aurait changé la manière dont on est au monde, dont on existe. C'est pour cette raison-là que j'ai commencé à m'intéresser aux arts et à la littérature en particulier. Pourquoi? Parce que j'ai eu une intuition que, en fait, les artistes en général ont un rôle énorme à jouer dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'au final, ça fait partie de leur fonds de commerce, n'est-ce pas? Susciter des émotions, réveiller quelque chose à l'intérieur de chacun et de chacune, essayer de contribuer par là à une transformation, d'abord bien sûr individuelle, personnelle, et par la suite, idéalement, collective, une transformation sociale. Ceci étant dit, figurez-vous que depuis les années 2000, il existe quelque chose dans le monde anglophone, où ce mouvement est né, et que l'on appelle pour le mieux ou pour le pire, la cli-fi, climate fiction. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un sous-genre littéraire dont les auteurs et les autrices se distinguent par une volonté et une pratique qui consiste à intégrer consciemment dans leur production littéraire, dans leurs œuvres artistiques, une ou plusieurs problématiques qui sont liées à l'écologie, au climat, à l'environnement, à la biodiversité, que sais-je. Et ce qui est le plus crucial, j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est cette intégration de la science dans leurs écrits, elle est consciente, c'est fait exprès.
Parce que sinon, en effet, on aurait pu, next slide please, on aurait pu dire que voilà, l'environnement naturel, l'environnement physique, ça fait très très longtemps qu'il figure dans les textes humains. Hein. Il suffit de penser au mythe de Gilgamesh ou à l'Ancien Testament, et en particulier au mythe du déluge, hein, que d'ailleurs on peut retrouver dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, pour dire que non mais attendez, l'environnement physique, ça fait longtemps qu'on l'a dans nos textes. Et c'est vrai. C'est vrai. Par contre, il y a quelque chose qui change aujourd'hui. Premièrement, ce n'est pas tant la présence de l'environnement physique, du climat même, ou de ces transformations dans les textes littéraires qui comptent. Ça, effectivement, ça fait longtemps qu'on écrit là-dessus. Ce qui compte, c'est les impacts de certaines activités humaines sur cet environnement-là et, par la suite, l'influence de cette activité-là sur nous-mêmes. Voilà. Ça nous retombe dessus. Ça, c'est relativement récent. Et puis, deuxièmement, encore plus important, et j'insiste vraiment sur ce point-là, le rôle de la science, disons de la recherche contemporaine, il est absolument, le rôle, il est absolument déterminant. Je vais vous donner un seul exemple. Next slide, please. Voilà, c'est The Wall de John Lancaster, qui est paru il y a 2-3 ans. C'est vraiment le 1984 d'aujourd'hui. En termes de dystopie d'anthropocène, vous ne pouvez pas trouver pire que ça, parce qu'on se retrouve en 2100 à peu près. La planète est déjà réchauffée de 4 ou 5 degrés, mais paradoxalement, on se retrouve en Angleterre où il fait beaucoup, beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Bizarre, hein, étrange, comment c'est possible? Une planète réchauffée à 4-5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, mais on se retrouve dans une Angleterre où il fait beaucoup plus froid. Eh bien, si on s'intéresse un tout petit peu à ce que la recherche contemporaine, la science de pointe, science climatique de pointe nous enseigne, eh bien, on va découvrir que une des conséquences du réchauffement climatique, c'est bien sûr la fonte des glaces, tout le monde sait ça, et la fonte des glaces contribue à une augmentation du niveau des mers. Mais cette fonte de glace, elle peut aussi provoquer la disparition de quelque chose qu'on appelle le Gulf Stream. Qu'est-ce que c'est que le Gulf Stream? C'est un courant océanique qui est principalement responsable du fait, grâce auquel l'Europe reste relativement chaude en hiver. Voilà. Si ce Gulf Stream disparaît, ce qui pourrait arriver dans un des scénarios développés par le GIEC, qui est l'organisation donc au sommet de tout ce qui est recherche scientifique sur le climat, eh bien, s'il disparaît, l'Europe peut geler. Voilà. Dans un scénario où la Terre se réchauffe à 4 ou 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Donc vous voyez que là, ça c'est quelque chose que Lancaster, il le sait. Il a lu les rapports scientifiques, il connaît son dossier et il intègre cet élément-là dans son récit. Il le fait consciemment. Next slide, please. Donc c'est pour cette raison que pour moi vraiment la Cli-Fi, elle commence dans les années 60. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la période, la décennie où commencent à apparaître les premiers grands textes scientifiques et littéraires en même temps qui essayent en quelque sorte d'alerter sur certains périls qui pourraient nous causer quelques soucis. Voilà. La même tendance se poursuit durant les années 70. Next slide, please. Durant les années 70 et 80, le fameux rapport Meadows en a une manifestation assez claire, d'ailleurs. Donc on peut vraiment, à partir des années 60, 70, assister, on commence à voir une naissance de quelque chose qu'on pourrait appeler conscience écologique en Occident. C'est très discutable ce que je viens de dire, mais bon, pour ce soir, je pense que je peux me le permettre. Ou plutôt une naissance d'une certaine sensibilité aux différents périls que les humains risquent d'affronter et qui sont eux-mêmes d'ailleurs souvent résultat de désastres industriels, d'accidents nucléaires, de pluies acides, nos propres productions, nos propres produits. Et évidemment, à partir des années 90-2000, ça explose. On insiste vraiment à... c'est triste à le dire, mais c'est vraiment l'âge d'or de cette littérature-là. C'est la littérature qui essaye d'intégrer dans sa structure, dans ses récits,
les différentes thématiques liées à l'environnement ou au climat, ben vraiment c'est maintenant à écrire là-dessus. Hein. Ça n'a jamais été aussi bon. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Anthropocène, on a souvent tendance à imaginer un théâtre. Hein. Imaginons un théâtre, et dans ce théâtre, il y a le public, il y a une scène, il y a des acteurs sur cette scène, et un décor. Et aujourd'hui encore, quand on écoute les médias, disons, mainstream, on a plutôt tendance à croire que l'environnement, l'Anthropocène en général, j'aime pas du tout ce terme, mais voilà, pour ce soir je l'utilise, que c'est un autre acteur sur cette scène. Voilà. On a un acteur politique, on a un acteur culturel, un acteur économique, et puis là, il y a un nouveau acteur écologique, voilà, qui est à peu près au même niveau que les autres, et on interagit avec, et puis on a tendance à, voilà, on fait avec, quoi. Mais c'est juste un autre acteur de plus. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Hein. L'Anthropocène, si on la prend sérieusement, c'est un changement de scène, c'est un changement du théâtre lui-même. Ce n'est pas un acteur de plus, c'est un changement total que pour l'instant, on n'a même pas les catégories pour penser sérieusement. En tout cas, je suis convaincu que ça. Bref, tout ça, toutes ces questions-là, cette histoire-là, ça m'a fait me poser quelques questions. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce mouvement-là, à ce sous-genre littéraire, parce que je me suis dit, ah, tiens, c'est quand même quelque chose. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire mon mémoire de recherche là-dessus. Donc, je me suis posé les questions suivantes. Qui sont les autrices et les auteurs qui écrivent ces livres? Pourquoi ont-ils ou ont-elles décidé d'écrire là-dessus? Comment la décision s'est faite? Comment elle a été informée? Comment elle a été motivée? Comment elle a été stimulée? Comment elle a été inspirée? Et puis, bien sûr, quels étaient, pour ces gens-là, les résultats escomptés, hein. Quel était l'impact espéré? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit des lanceurs d'alerte, hein? C'est une phrase qu'on entend souvent. Bref, ce sont toutes ces questions-là que j'ai voulu explorer. Next slide, please. Mais avant de vous présenter les résultats, qui étaient, en tout cas pour moi, vraiment très très surprenants, et je vous le dis tout de suite, sans avoir fait, si j'avais pas fait ce mémoire de recherche, j'aurais jamais commencé une thèse. C'était le fait que j'ai décidé de faire une thèse, c'était un résultat direct de ce mémoire, parce que ça m'a beaucoup trop bouleversé. Je me suis dit, ah tiens, ça, il faut que j'investigue ça. Donc, avant de vous présenter les résultats, juste vite fait sur les différents thèmes que vous allez trouver dans la littérature, disons, d'Anthropocène, les romans d'Anthropocène, qui vraiment aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a principalement 6. Alors, ce sont je les ai conceptualisés, hein, vous n'allez pas les retrouver comme ça dans les textes, mais c'est ce qu'on peut en tirer. Donc, vite fait sur chacun de ces termes. Donc, d'abord, le long terme. Pourquoi c'est important? Principalement pour 2 raisons. Donc, la première, si vous regardez nos structures économiques, nos structures politiques, vous allez vite vous apercevoir qu'il s'agit des structures qui sont essentiellement myopiques, qui sont essentiellement court-termistes. Prenons la démocratie libérale, hein, le produit phare des derniers 200 ans de la philosophie politique. La démocratie libérale, c'est un système qui est scandé par des rythmes assez courts. On parle de 5, 6, 7 ans. Vous pouvez élire un gouvernement. Ce gouvernement prend un certain nombre de mesures, prend certaines décisions, mais au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a un autre gouvernement qui arrive et qui peut, sans aucun problème, supprimer tout ce qui a été fait et recommencer à zéro. C'est possible dans une démocratie. Ça peut être un avantage, mais dans ce cas-là, lorsqu'on est confronté à quelque chose d'une grandeur aussi terrifiante, il faudrait y penser une deuxième fois peut-être. Et deuxièmement, encore pire, les structures économiques. Une entreprise qui doit faire un certain chiffre à la fin du mois, comment voulez-vous qu'elle intègre dans son fonctionnement le long terme, hein? Et quand je dis long terme, je parle 10, 50, 100 ans, voire plus, qui sont les vraies périodes avec lesquelles il faudrait fonctionner, hein. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. À un terme de 100 ans, 200 ans, 300 ans. Si on prend en sérieux la science climatique, elle nous enseigne, entre autres, que les modifications du climat que les humains sont en train de provoquer peuvent durer des millénaires. Des millénaires. Donc c'est à cette échelle-là qu'il faut réfléchir, hein. C'est comme ça qu'il faut penser.
Et puis deuxièmement, les processus naturels, bien sûr. Pourquoi? Parce que la nature, elle peut, comment dire, typiquement le climat, il se transforme beaucoup plus vite que nous-mêmes. Ça, c'est une vérité. Deuxièmement, vous avez typiquement des arbres, hein, pour ne prendre que cet exemple-là. On a des arbres en Suisse qui, pour survivre certains scénarios qui sont prédits par GIEC, doivent migrer vers le nord à une vitesse de à peu près 6 km par année. Bon, pour un arbre, 6 km par année, c'est beaucoup. Donc, vous voyez que la nature, elle fonctionne à la fois très très vite et elle s'adapte aussi très très lentement. Et c'est cette vision, cette pensée long terme qui est souvent exprimée dans ces bouquins-là. Et c'est pour cette raison que je vous recommande vraiment de les lire, parce que ça vous force à penser long terme. Ensuite, on a l'exil. Alors ça, c'est assez évident. Malheureusement, c'est le cas déjà aujourd'hui. Hein. Il y a des dizaines de millions, bientôt des centaines de millions de gens qui vont malheureusement devoir quitter leur pays, tout ce qu'ils ont connu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les conditions qui ont permis leur existence jusqu'à maintenant ne sont plus tenables si on continue sur cette trajectoire-là. Ces gens-là vont bouger quelque part. Et c'est justement ce motif, ce thème-là, qui est exploré dans ces livres. Un motif très très puissant. On est souvent mis dans la peau d'un migrant ou d'une migrante qui essaye de illégalement franchir les frontières et qui essaye de se débrouiller tout seul ou toute seule dans un pays hostile, avec de moins en moins de ressources, un pays qui est violent, enfin bref, vous allez voir vous-même. Ensuite, les inégalités, ça c'est intimement lié. Alors tout d'abord, il y a bien sûr les inégalités nord-sud. Hein. Je veux dire, la responsabilité historique, les capacités d'adaptation et les moyens à disposition ne sont pas du tout les mêmes dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Hein. Et quand je dis les pays du Sud, c'est un terme que j'aime pas trop, mais c'est mieux que dire les pays pauvres. Voilà. Donc là-dedans, il y a une grande différence. Et c'est aussi un des grands thèmes des livres qu'on pourrait classer dans la catégorie roman d'Anthropocène. Évidemment, différence homme-femme, ça c'est assez clair. Il suffit de regarder déjà la situation aujourd'hui. Les premières victimes dans les pays pauvres des dégradations environnementales, de la pauvreté, etc., ce sont souvent les femmes. Et ce processus est appelé à se poursuivre et à s'exacerber à mesure que rien de sérieux n'est fait. Et puis, le plus intéressant pour moi, personnellement, le conflit intergénérationnel. Alors, vous avez des romans où vous allez trouver typiquement des scènes dans des familles où les enfants se disputent avec les parents et qui disent, comme Colin a déjà un peu indiqué, « Ouais, mais nous, on n'y est pour rien, nous les jeunes, nous les enfants, on n'y est pour rien, c'est votre faute, c'est vous qui avez fait ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Bon, ça, c'est typiquement quelque chose que vous allez souvent trouver dans ces romans-là. Le conflit intergénérationnel, il est bien exploré et je vous recommande la lecture rien que pour ça. Ensuite, anthropocentrisme, ça c'est une notion qui est inutilement compliquée. Tout ce que ça veut dire, c'est que pour nous les humains, tout ce qui compte, c'est nous-mêmes. Voilà, simplement dit. Nous sommes les vrais sujets de valeur. Voilà. Nous sommes ce qui compte. Notre survie, notre confort, notre progrès. Le reste, les animaux, le monde naturel, les plantes, on s'en fout. Voilà. C'est ça l'anthropocentrisme. Et c'est ça ce qui est bien attaqué dans certains de ses livres, notamment par Richard Powers dans The Overstory. C'est quand même un livre, il faut le dire, qui est quand même écrit, en partie en tout cas, d'un point de vue des arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose qui est écrit par un arbre, mais Richard Powers s'y met, et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ça remet en question toutes nos catégories de pensée, nos catégories éthiques notamment. Solastalgie, c'est un autre terme qui a l'air un peu compliqué, mais en réalité, tout ce qu'il veut dire, c'est une détresse, une tristesse ou une mélancolie induite par une perte irréversible d'un certain environnement. Une forêt qui brûle, un glacier qui fond, une île submergée par la mer. Voilà, je pense que tout le monde peut imaginer en tout cas un exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont à jamais perdues. Et la solastalgie, c'est un terme qui essaye de conceptualiser ce sentiment-là. Et c'est ce concept-là qui est souvent exploré justement dans ces livres-là. Et puis dernièrement, bien sûr,
Effondrement. Alors ça, c'est plutôt un méta-thème hein, dans lequel on pourrait mettre tout le reste, plutôt qu'un terme à part. Juste une chose là-dessus, un effondrement, c'est pas forcément une chute de l'empire. Hein. Un effondrement, ça peut aussi être un effondrement émotionnel, un effondrement mental, un effondrement des rapports sociaux, un effondrement de nos normes sociales, un effondrement de notre capacité à comprendre le monde. Parfois, ce que vous avez trouvé dans ces livres, c'est typiquement une situation où le monde change tellement vite et d'une façon tellement profonde qu'en fait, on est complètement désemparé. Tout ce qu'on considérait comme stable, comme calculable, comme prévisible, comme solide, eh bien, avec l'Anthropocène, tout ça, ça part en cacahuète. C'est tout à fait possible il n'est même pas possible de trouver un fonctionnement mental normal dans un monde qui est en transformation profonde, de plus en plus rapide. Voilà, un effondrement, tout ça pour dire qu'un effondrement, ça ne veut pas dire juste la chute de la civilisation, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt un métathème qu'on pourrait remplacer par un autre terme comme transformation radicale ou changement profond. Voilà. Next slide, please. Voilà, j'arrive enfin aux résultats de la recherche, qui sont vraiment la partie la plus intéressante. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai commencé cette étude, je me suis dit, d'accord, on a des individus qui écrivent des livres. J'ai regardé d'abord leur histoire personnelle, donc on voit qu'ils publient des livres, mais en fait, jamais sur l'écologie, ou presque jamais sur l'environnement. Ce sont des gens qui écrivaient sur tout et n'importe quoi, mais qui, à un moment donné, ont commencé à écrire sur l'environnement et l'écologie. Tiens, c'est intéressant. Moi, je pensais que c'était tout simplement une espèce d'effet de mode, vous voyez. C'est quelque chose dont on parle, c'est quelque chose qui est à la mode, ben, on s'y met, on écrit un bouquin là-dessus, comme ça on a une certaine légitimité aujourd'hui, et on alerte le public. Bon, voilà. Je pensais que c'était comme ça, qu'on a des artistes qui sont confrontés à un certain savoir scientifique, qui l'intègrent et qui produisent un récit, qui produisent un texte pour alerter, pour rendre quelque chose à la société, comme on dit souvent. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pas du tout. C'est beaucoup plus complexe. Ce qui se passe en réalité, c'est que, ce que j'ai découvert donc en analysant un certain nombre d'auteurs et d'autrices, j'ai beaucoup analysé leur vie, leur trajectoire, leur parcours, leur famille. J'ai essayé de faire une vraie analyse sociologique, une analyse de trajectoire personnelle de chacun et de chacune. Et ce qui en ressort, malheureusement, je suis désolé, je ne porte pas des bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de manuel à appliquer comme ça, uniformément, qu'on pourrait appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de marche à suivre uniforme que tout le monde a suivi. Non. Ce qui s'est passé, c'est une des deux choses ou les deux. Soit ces gens-là ont été très tôt dans leur vie, mais pas seulement pendant l'enfance, même plus tard, confrontés à une situation très dramatique. Je vous donne l'exemple de Omar El-Akkad, par exemple, qui était un réfugié lui-même, qui a vécu la guerre en Irak et qui a déménagé aux États-Unis et qui, plus tard, a écrit un livre qui porte sur les réfugiés aux États-Unis qui ont subi des grandes transformations environnementales et climatiques. Et il écrit sur la vie de ces réfugiés-là. Mais en fait, il ne voulait pas du tout attirer l'attention sur la partie climat. Il voulait attirer l'attention sur la partie réfugié. Quelqu'un qui quitte, qui doit quitter son pays d'origine et qui se retrouve dans un autre endroit sans rien. Voilà. Ou alors Barbara Kingsolver, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Flight Behavior. Elle a été confrontée, elle a été dans une situation physique, elle a été confrontée à des gens qui, on pourrait croire, sont les premiers concernés par le changement climatique, les petits fermiers américains, pauvres. Mais en fait, ces gens-là, c'était les plus ardents climato-sceptiques. Et pour elle, c'était tout simplement quelque chose d'incompréhensible. C'était une situation concrète qu'il a lancée sur ce schéma-là. Richard Powers, je suis désolé, je vous donne que 4 exemples parce que je n'ai pas le temps sinon. Mais Richard Powers, lui, c'est encore mieux. Il ne s'intéressait pas du tout à l'écologie pendant 55 ans. Il écrivait sur tout et n'importe quoi, sur la musique, sur l'intelligence artificielle. Mais à 55 ans,
il a subi une rencontre, voilà, une rencontre qui l'a fait bifurquer, une rencontre qui lui a fait changer de trajectoire, qui l'a transformé. Il a rencontré un arbre, il s'est baladé un jour dans une forêt. Non, c'est sérieux, hein. C'est sérieux pour lui, parce qu'il a tout plaqué, il a quitté son travail, il a tout lâché, il est parti vivre tout seul au milieu d'une forêt, et il y est encore aujourd'hui. Il se baladait, il est tombé sur un de ces séquoias géants qu'on peut encore voir pour l'instant en Californie. Et c'était une rencontre qui l'a transformé, voilà, complètement. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est la même chose pour tous les gens que j'ai analysés. Il y a eu soit une rencontre qui les a fait bifurquer, soit une situation subie pendant l'enfance ou plus tard, mais qui est absolument, disons, qui vient de l'extérieur, hein, comme Omar al-Akkad qui a vécu une guerre. Autrement dit, et c'est là où ça devient dramatique, ce n'était pas la science qui a convaincu ces gens-là d'écrire là-dessus. Parce que pour être affecté par ce que la science nous enseigne, il faut d'abord être affectable. Il faut être susceptible, pour avoir une certaine, pour être affectable. C'est un bon terme. Pour être affecté, vous devez être d'abord affectable. Et c'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Ils ont d'abord vécu quelque chose, et ensuite ils ont utilisé le matériel scientifique pour raconter quelque chose. Voilà. C'est ce qui s'est passé concrètement dans leur vie. Donc, malheureusement, pour fabriquer des écolos, pour fabriquer des gens pour promouvoir quelque chose qu'on pourrait appeler conscience écologique, eh bien, c'est pas évident. Parce que ce que cette recherche nous enseigne, c'est que les gens qu'on pourrait considérer comme vraiment au sommet de la production, de la diffusion de la conscience écologique, les gens qui écrivent quand même des livres de 500 pages, qui y mettent quand même quelques heures de réflexion, et bien ces gens-là, pour y arriver, c'était pas la science qui les a convaincus. Hein. C'était pas du tout une rencontre avec je sais pas moi, une courbe ou une équation ou un texte, un rapport du GIEC que personne lit de toute façon. Non, il s'est passé quelque chose d'abord dans la vie de ces gens-là. Et ce quelque chose a fait qu'ils sont devenus sensibles. Et cette sensibilité-là, elle a plus tard donné des textes qu'aujourd'hui on peut apprécier. Voilà, donc mauvaise nouvelle avec un point d'interrogation peut-être. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles les gens deviennent écolos sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus idiosyncratiques. Je suis désolé d'utiliser ce terme compliqué. Ça veut dire que c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de marche à suivre. C'est ce que, en tout cas, mes recherches m'indiquent. Et c'est donc pour cette raison-là que j'ai décidé de continuer ces recherches dans une thèse, parce que je me suis dit, non mais il faut continuer à investiguer ça. Voilà. Je suis désolé de terminer sur une note plutôt voilà, pas forcément positive, mais merci de m'avoir écouté, et puis j'espère qu'on aura des bonnes discussions, j'espère qu'il y a des questions, et voilà. Merci beaucoup.